Avant l'aube, un cargo dérive dans le port de Rotterdam. Tout semble routinier, des caisses de fruits, des papiers tamponnés, des ouvriers qui bougent en silence. Mais caché au plus profond se trouve autre chose, des briques de cocaïne pure, le secret le plus rentable d'Europe. Au moment où la douane commence à soupçonner quelque chose, il est déjà trop tard. Derrière d'innombrables cargaisons comme celle-ci, les enquêteurs retrouvaient sans cesse le même nom invisible, Edin Gachanin, connu sous le nom de Tito, Edo le Dominicain et pour certains, l'homme au-dessus de la Mokro-mafia. Edin Gachanin est né en 1982 en Bosnie-Herzégovine, alors encore partie de la Yougoslavie. Lorsque la guerre a éclaté au début des années 1990, sa famille a fui vers les Pays-Bas en tant que réfugié, s'installant dans la ville méridionale de Breda. La vie là-bas offrait stabilité et sécurité, mais aussi isolement et difficultés. Beaucoup de familles ont reconstruit leur vie grâce au travail et à l'éducation. Edin a choisi un autre chemin. Grandissant dans une communauté marquée par la pauvreté et le déracinement, il a été attiré par le monde rapide de l'économie de rue. Un endroit où l'influence, le risque et la récompense pouvaient changer du jour au lendemain. À la fin de son adolescence, Gachanin s'était forgé une petite réputation dans la scène souterraine de Breda. Il n'était pas connu pour la violence ou le chaos, mais pour être intelligent, observateur et discipliné. Alors que d'autres recherchaient le statut, il étudiait les systèmes. Il observait comment la drogue était déplacée, comment les profits étaient dissimulés et comment les contacts internationaux pouvaient être utilisés pour transformer de petites opérations en quelque chose de beaucoup plus grand. Ses premières années n'étaient pas consacrées au pouvoir, mais à la compréhension de l'architecture du crime organisé. Au début des années 2000, il prit une décision qui allait définir sa vie. Au lieu de rester aux Pays-Bas et de rivaliser sur de petits marchés locaux, il regarda vers la source, l'Amérique du Sud. Il voyagea au Pérou, en Équateur et au Brésil, des pays centraux dans la production mondiale de cocaïne. Là, il établit des liens personnels avec des fournisseurs locaux, des transporteurs et des intermédiaires. Il apprit comment le commerce fonctionnait de l'intérieur, comment les feuilles de coca devenaient des briques, comment ces briques traversaient les océans et comment elles disparaissaient dans le commerce légitime. De cette connaissance naquit la méthode qui allait faire de lui l'un des personnages les plus importants de la chaîne d'approvisionnement de la cocaïne en Europe, la fameuse route de la banane. Elle était simple, efficace et presque impossible à détecter. La cocaïne était dissimulée dans des caisses de fruits, bananes, ananas, mangues, et envoyée sur des cargos à destination de l'Europe. Les documents étaient authentiques, le commerce légitime et les inspections irrégulières. Chaque jour, des milliers de conteneurs entraient en Europe par des ports comme Rotterdam, Anvers et Hambourg. Seule une fraction était vérifiée. Gachanin comprit que dans un monde de logistique de masse, l'invisibilité, c'est la protection ultime. Vers 2015, les agences européennes chargées de l'application de la loi commencèrent à remarquer des schémas. Les saisies de cocaïne augmentaient, mais les quantités atteignant les rues aussi. Les messages interceptés et les données financières pointèrent vers un seul fournisseur au sommet de plusieurs réseaux. Ce fournisseur était Edin Gachanin. Il avait évolué d'un opérateur de rue à un courtier, reliant les producteurs sud-américains aux distributeurs européens. Il vendait à quiconque payait, irlandais, italiens, néerlandais ou organisations balkaniques. Parmi ses principaux partenaires figuraient le cartel Kinaan d'Irlande, la Camorra d'Italie et les réseaux néerlando-marocains collectivement connus sous le nom de Mokro-mafia. Chaque groupe s'occupait de la distribution et de l'exécution, tandis que Gachanin gérait l'approvisionnement et la logistique. Les enquêteurs ont ensuite décrit cette alliance comme un super cartel, une coalition informelle contrôlant une grande part du commerce européen de la cocaïne. À mesure que sa richesse et son influence grandissaient, Gachanin s'installa à Dubaï. La ville était devenue un refuge pour les trafiquants internationaux, offrant luxe, discrétion et un risque minimal d'extradition. De là, il opérait à travers un réseau d'entreprises enregistrées dans les zones franches de la ville. Des entités aux noms respectables comme Edin Group, DMCC. Sur le papier, elles offraient des services de conseil ou d'administration. En pratique, les enquêteurs affirment qu'elles blanchissaient à les profits des expéditions de cocaïne. Une société exploitait même un salon de coiffure pour hommes appelé House of Handsome Gents, qui employait plusieurs de ses associés connus. Ces entreprises permettaient à Gachanin d'apparaître légitime tout en déplaçant discrètement des millions d'euros à travers le système financier.
Les zones franches de Dubaï, avec leur surveillance limitée et leurs règles complexes de propriété, rendèrent difficile pour les autorités de suivre ses actifs. La vie à Dubaï le plaça également parmi d'autres figures de haut niveau du milieu criminel mondial. Des rapports ont plus tard révélé un mariage somptueux organisé en 2017 à l'hôtel Burj Al Arab, auquel assistèrent des trafiquants internationaux tels que Raffaele Imperiale, Daniel Kinahan, Ridouan Taghi et Ricardo Riquelme Vega. Selon des témoignages ultérieurs, cette réunion servit non seulement de célébration mais aussi de rencontre d'affaires. Une occasion pour les plus grands courtiers en drogue du monde de coordonner expéditions, investissements et arrangements financiers. Europol qualifiera plus tard ce cercle de direction du supercartel européen. Alors que Gatchanin dirigeait son empire depuis Dubaï, son influence dans les Balkans grandissait. Dans son pays natal, la Bosnie-Herzégovine, son réseau, connu sous le nom de cartel Tito et Dino, prit des racines profondes. Selon les procureurs, le groupe ne se limitait pas au trafic de drogue. Il cherchait à infiltrer les institutions de l'État en corrompant des fonctionnaires et en finançant des campagnes politiques pour obtenir protection et accès. En avril 2024, la police bosnienne, soutenue par Europol, la DEA et le FBI, lança l'opération Black Tie. Des raids furent menés dans tout le pays, entraînant 23 arrestations. Parmi les personnes arrêtées figuraient des policiers et des hauts fonctionnaires accusés de collaborer avec ou de protéger le réseau de Gassaniens. Les autorités ont affirmé que le cartel avait tenté de prendre le contrôle de l'État en achetant de l'influence dans la politique, les forces de l'ordre et le sport. L'ampleur de la corruption était sans précédent dans l'histoire post-guerre de la Bosnie. Pendant ce temps, le nom de Gatchanin apparut dans une enquête néerlandaise visant de grandes cargaisons de cocaïne transitant par Rotterdam et Hambourg. En novembre 2022, agissant sur la base de renseignements partagés par les agences européennes et américaines, les autorités de Dubaï arrêtèrent Edin Gatchanin. Son arrestation faisait partie de l'opération Desert Light, une répression multinationale contre la direction du supercartel. Simultanément, des raids menés à travers l'Europe et l'Amérique latine aboutirent à la saisie de plus de 30 tonnes de cocaïne. Les procureurs néerlandais accusèrent Gatchanin d'avoir coordonné deux importantes expéditions en 2020 et d'avoir organisé l'importation de produits chimiques utilisés pour produire des drogues synthétiques. En 2023, un tribunal de Rotterdam le condamna par contumace à 7 ans de prison et à une amende d'1 million d'euros pour trafic de drogue à grande échelle. Mais malgré la condamnation, Gatchanin ne fut pas extradé. Les Émirats arabes unis refusèrent de le transférer aux Pays-Bas. Il fut libéré sous caution début 2023 et, selon les enquêteurs, est resté libre à Dubaï depuis lors. Ses mouvements exacts sont inconnus, mais son réseau semble s'être adapté et continue d'opérer par l'intermédiaire de substituts. En mars 2023, le département du Trésor des États-Unis le plaça sous le Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, gelant tout actif sous juridiction américaine et interdisant aux citoyens et entreprises américaines de faire affaire avec lui. Cette mesure reflétait la reconnaissance internationale de son importance dans le commerce mondial de la cocaïne. À travers l'Europe, la disponibilité de la cocaïne a atteint des niveaux records. Malgré des saisies historiques, la pureté a augmenté et les prix sont restés stables. Les agences de sécurité lignent cette tendance à l'efficacité des systèmes de trafic établis par des figures comme Gatchanin. Le résultat est visible dans les rues européennes. Violences croissantes, assassinats et conflits territoriaux autour des profits de la drogue. En Belgique et aux Pays-Bas, les attaques liées au trafic portuaire ont tué aussi bien des criminels que des innocents. Les dégâts ne s'arrêtent pas en Europe. En Amérique du Sud, les forêts continuent d'être défrichées pour produire la coca et les rivières sont polluées par les déchets chimiques issus du traitement de la cocaïne. Le coût environnemental fait partie de la même chaîne de profit. La demande en Europe, alimentée par des cartels comme celui de Gatchanin, provoque des destructions à des milliers de kilomètres. Pour les forces de l'ordre, le cas d'Edin Gatchanin illustre la difficulté de poursuivre le crime organisé moderne. Les systèmes qu'il utilisait, sociétés offshore, communications cryptées et zones franches, sont les mêmes outils que ceux des entreprises légitimes mondiales. Les traités d'extradition restent incohérents et les enquêtes transnationales avancent lentement. Même lorsqu'un individu comme Gatchanin est identifié et inculpé, démanteler l'infrastructure qui l'entoure peut prendre des années. En octobre 2025, Edin Gatchanin reste un homme recherché en Europe.
Il a été condamné aux Pays-Bas, sanctionné par les États-Unis et lié à des affaires en cours en Bosnie et en Espagne. Il est toujours considéré comme vivant librement à Dubaï, hors de portée de la justice européenne. Son réseau a changé de forme mais n'a pas disparu. Les analystes le décrivent comme l'un des trafiquants les plus influents jamais apparus dans les Balkans, un homme qui fournissait les fournisseurs. Quand les enquêteurs l'appellent « l'homme au-dessus de la Mokromafia », ils ne veulent pas dire qu'il dirigeait leurs opérations. Ils veulent dire qu'il se tenait au-dessus de leurs conflits, contrôlant l'approvisionnement qui les nourrissait tous. Son pouvoir venait de l'accès aux producteurs, aux ports, à l'argent et à la protection. Il n'était pas un chef de rue. Il était le courtier, le financier, l'architecte silencieux d'un système qui façonne encore aujourd'hui le commerce européen de la drogue. L'histoire d'Edin Ghassanin montre comment le crime organisé a évolué, passant des guerres de territoires violentes aux chaînes logistiques invisibles qui traversent océans et frontières. Il ne porte peut-être pas d'armes et ne règne pas par la peur, mais son influence a provoqué violence, addiction et corruption à une échelle que peu atteignent. Et tant que la demande continuera et que les systèmes financiers qui la soutiennent resteront ouverts, des figures comme lui continueront d'opérer dans l'ombre. C'est ainsi qu'un réfugié de Sarajevo est devenu l'un des trafiquants de cocaïne les plus puissants du monde. Un homme qui s'est caché à la vue de tous, au-dessus des guerres de rue, hors de portée de la loi, et derrière les conteneurs qui arrivent encore chaque nuit dans les ports les plus fréquentés d'Europe.